Ma fille, si tu lis ceci, Mortimer t'a menti sur tout. Les mots dansaient devant mes yeux dans la lumière grise de l'aube écossaise. Mes doigts tremblaient si fort que le papier jauni bruissait comme des feuilles mortes. L'écriture de mon père, son encre, sa main qui avait tracé ces lettres avant de se glacer pour toujours dans un cercueil de chêne. Le testament est un faux. Je dus m'appuyer contre le montant du lit pour ne pas tomber. Derrière moi, ma mère gémissait dans son sommeil fiévreux, prisonnière de ses cauchemars de l'odanum. L'odeur douceâtre du médicament imprégnait les draps, les rideaux, jusqu'à ma propre peau. Un bruit de pas dans le couloir. Je froissais la lettre contre ma poitrine et la glissais dans mon corsage. Mon cœur cognait si fort que je craignis qu'on entende à travers la porte. « Éléonore » La voix d'Agnès, mielleuse, toujours mielleuse. « J'arrive » répondis-je en lissant ma jupe d'une main que je forçais à ne plus trembler. Je me penchai sur ma mère. Ses lèvres remuaient encore, formant un prénom que je ne connaissais pas. Un prénom d'homme. Qui était ce fantôme qui hantait ses délires? La porte s'ouvrit sans que j'aie donné la permission. « Le comte vous attend pour le petit déjeuner, ma chère cousine. » Agnès se tenait sur le seuil, sa silhouette parfaitement droite dans sa robe de velours prune. Elle souriait toujours, même quand ses yeux fouillaient chaque recoin de la pièce avec l'avidité d'un vautour. « Comment se porte tante Béatrice ce matin ? » « Comme hier, comme demain. » Je passais devant elle sans croiser son regard. Dans le couloir glacé, les portraits de mes ancêtres me fixaient depuis leur cadre doré. Tous morts, tous incapables de me protéger. Le grand salon embaumait le thé noir et le feu de tourbe. Le comte Mortimer se tenait près de la fenêtre, sa silhouette découpée contre la lumière pâle des Highlands. 45 ans, les tempes argentées, le maintien d'un homme qui n'a jamais connu le doute. « Ma chère Éléonore, dit-il sans se retourner, vous avez mauvaise mine. Les nuits sont longues auprès des malades, monsieur. Vous vous épuisez inutilement. Les médecins s'occupent de votre mère. Vos médecins, pensai-je, vos espions en blouse blanche. » Je m'assis à ma place habituelle. Agnès prit la sienne, face à moi, son sourire intact comme un masque de porcelaine. Le comte vint enfin s'installer en bout de table. « J'ai une excellente nouvelle », annonça-t-il en dépliant sa serviette. « Un architecte d'Édimbourg arrive aujourd'hui pour restaurer l'aile ouest. »« L'aile ouest » répétai-je. « Elle tombe en ruine depuis la mort de mon père. »« Justement, il est temps de redonner à Dunvegan sa splendeur d'antan, avant notre mariage. » Le mot tomba comme une pierre dans l'eau stagnante. Notre mariage. 6 semaines, 42 jours avant que je ne devienne légalement sa propriété. « Comme c'est attentionné, » murmura Agnès. « Vous pensez à tout, mon cousin. » Un château digne de ce nom pour une comtesse digne de ce nom. Ses yeux de glace se posèrent sur moi. J'y cherchais une once de chaleur, n'y trouvai que le calcul froid d'un homme qui compte ses pièces d'or. « Cet architecte, dis-je d'une voix que je maîtrisais à peine, a-t-il une réputation établie ? » « Duncan Blackwood, le meilleur de sa génération, paraît-il. Quelques rumeurs fâcheuses l'ont suivi depuis l'Angleterre, mais le talent excuse bien des écarts. »« Quelles rumeurs ? » demanda Agnès avec une curiosité trop appuyée pour être innocente. « Des affaires de femmes, vous savez comment sont les artistes. » Il but une gorgée de thé avec la sérénité d'un homme qui possède le monde. « Éléonore, reprit-il, je compte sur vous pour accueillir convenablement notre invité. Montrez-lui les plans anciens de la bibliothèque. Faites-lui visiter les jardins. Soyez charmante. »« Et si je préférais rester auprès de ma mère ?» Le silence qui suivit avait le poids du plomb. Mortimer reposa sa tasse avec une lenteur délibérée. « Votre mère a besoin de repos, pas d'une garde-malade anxieuse à son chevet.
Les médecins ont été très clairs. Vos médecins, monsieur, semblent avoir des opinions sur tout ce qui concerne cette maison. Agnès étouffa un hoquet. Le comte ne sia pas. Ils ont des opinions, ma chère, parce que je les paie pour en avoir. Tout comme je paie les domestiques qui vous servent, les jardiniers qui entretiennent vos roses, les couturières qui confectionnent vos robes. Chaque mot était une chaîne qu'il resserrait autour de mon cou. « Je vous suis infiniment reconnaissante, » répondis-je avec une révérence imperceptible. « Où serais-je sans votre généreuse tutelle ?» Nos regards se croisèrent. Il savait que je mentais. Je savais qu'il savait. Mais les règles du jeu exigeaient que nous feignions tous deux l'ignorance. « Dans la misère, Éléonore, dans la misère la plus noire. » Il se leva, signalant la fin du repas. « L'architecte arrive à midi, soyez prête. » Je restais seul avec Agnès. Elle tartinait son pain de confiture avec une application excessive. « Tu devrais faire attention, cousine, » dit-elle sans lever les yeux. « Le comte n'aime pas qu'on le contredise. »« Et toi, Agnès, qu'est-ce que tu aimes ?» Elle planta son regard dans le mien. Pendant une fraction de seconde, son masque glissa. J'y vis quelque chose qui ressemblait à de la haine pure. « J'aime que chacun reste à sa place. » À midi, je me tenais à la fenêtre de la bibliothèque quand le cabriolet franchit les grilles du domaine. Les nuages bas pesaient sur les montagnes comme un couvercle de plomb. La bruyère oscillait sous le vent. L'homme qui descendit de voiture n'avait rien d'un artiste tourmenté. Grand, les épaules larges sous un pardessus de voyage, les cheveux sombres que le vent écossait et bourriffait sans qu'il songe à les discipliner. Il leva les yeux vers le château, vers ma fenêtre, vers moi. Je ne reculais pas, ne baissais pas le regard. Quelque chose dans son attitude m'interdisait la fuite. Il me fixait comme on fixe une énigme à résoudre, pas comme les hommes fixent habituellement les femmes. Puis il inclina la tête. Un salut, presque un défi. « Intéressant », murmura la voix d'Agnès derrière moi. Je ne l'avais pas entendu entrer. Mon cœur bondit dans ma poitrine. « Il a l'air commun », mentis-je en m'écartant de la fenêtre. « Vraiment ?» « Ce n'est pas ce que disaient tes joues il y a un instant. » Elle passa devant moi, effleurant mon épaule comme par accident. « Je vais prévenir le comte que son architecte est arrivé. Tu devrais peut-être replacer une mèche de tes cheveux. Le vent de la fenêtre t'a décoiffé. » Elle referma la porte avec un claquement sec. Seul dans la bibliothèque poussiéreuse, je sortis la lettre de mon corsage. Mes mains ne tremblaient plus. Ma colère les avait stabilisées. Le testament est un faux. Je dépliai le papier jauni, lus la suite. Tout ce que tu crois savoir sur ta naissance est un mensonge. L'aile ouest sentait la pierre humide et les siècles oubliés. Je m'étais aventuré sur le chantier dès l'aube, avant que le château ne s'éveille, avant que les yeux d'Agnès ne se posent sur moi comme des araignées sur leur toile. Duncan Blackwood se tenait au milieu des gravats, penché sur une table de fortune où s'étalaient des plans jaunis par le temps. La poussière dansait dans les raies de lumière qui perçaient les fenêtres brisées. Il ne leva pas la tête à mon approche. « Mademoiselle Ashford, vous êtes matinale. Comment savez-vous que c'est moi ? Votre parfum, la lavande et quelque chose de plus sombre, le laudanum peut-être. Vous passez vos nuits au chevet d'une malade. » Je m'immobilisai à 3 pas de lui. Cet homme voyait trop, sentait trop, devinait trop. « Vous êtes observateur, monsieur Blackwood ? C'est mon métier. Les pierres parlent à ceux qui savent les écouter, les gens aussi. » Il se redressa enfin. Dans la lumière grise du matin, ses yeux avaient la couleur de la tourbe après la pluie. Ni chaleureux ni froid,
simplement attentif. Ces plans, dit-il en désignant les documents devant lui, ils datent du XVe siècle. Votre ancêtre avait prévu des passages secrets dans toute la structure. Mon cœur bondit. Des passages secrets? Proie au moins, peut-être davantage. Regardez ici. Il me fit signe d'approcher. Je contournai la table pour me placer à ses côtés. Ses doigts tachés d'encre glissèrent sur le parchemin, traçant des lignes invisibles. « Ce mur, expliqua-t-il, il est trop épais pour être plein. Et cette cheminée condamnée dans la bibliothèque, elle ne mène pas au toit. Où mène-t-elle ? Quelque part que le comte ignore, j'imagine. » Nos mains se frôlèrent sur le plan. Je ne reculai pas, lui non plus. « Pourquoi me montrez-vous cela, monsieur Blackwood ?» Son regard plongea dans le mien. « Parce que vous avez l'air d'une femme qui aurait besoin de connaître les issues de secours. » Le silence entre nous vibra d'une tension que je n'osais pas nommer. Quelque part dans le château, une horloge sonna 7 coups. « Je dois partir, » murmurai-je, avant qu'on remarque mon absence. « Revenez demain, je vous montrerai l'entrée du premier passage. » Ce n'était pas une question. C'était une promesse. La serre abandonnée croulait sous les roses sauvages qui avaient envahi les vitres brisées. Agnès m'y attendait avec un service à thé et son éternel sourire de porcelaine. « Ma chère cousine, » roucoula-t-elle en tapotant le coussin à côté d'elle. « Tu as disparu ce matin. Je me suis inquiétée. J'avais besoin d'air frais. L'air de l'aile ouest, peut-être ?» Je m'assis en prenant soin de ne rien laisser paraître sur mon visage. « Le chantier m'intéresse. L'architecture est un art fascinant. »« L'architecture, bien sûr. » Elle versa le thé avec une grâce étudiée. Les volutes de vapeur montaient entre nous comme des fantômes. « Sais-tu, dit-elle négligemment, pourquoi M. Blackwood a quitté l'Angleterre ? » Le comte a mentionné des rumeurs. Des rumeurs. C'est un mot bien doux pour un tel scandale. Elle but une gorgée, ses yeux ne quittant jamais les miens. La comtesse de Harrington, une femme mariée, 10 ans de plus que lui. Elle a tout quitté pour le suivre à Paris. Et alors ? Et alors elle s'est jetée dans la Seine 3 mois plus tard, quand il l'a abandonnée pour une autre. Le thé dans ma tasse avait soudain un goût de sambre. Ce ne sont que des ragots, Agnès. Peut-être, mais les ragots ont souvent un fond de vérité. Elle posa sa main sur la mienne. Ses doigts étaient glacés malgré la chaleur de la serre. Je dis cela pour te protéger, cousine. Certains hommes sont dangereux. Ils séduisent les femmes vulnérables et les détruisent quand ils n'en ont plus besoin. Comme le comte ? Le masque d'Agnès se fissura. L'espace d'un battement de cœur, je vis la haine nue dans ses yeux. Le comte est ton fiancé, Éléonore. Tu ferais bien de t'en souvenir. Elle se leva, lissant sa jupe avec des gestes saccadés. Le dîner est à 8 heures. Ne sois pas en retard. Elle s'éloigna entre les rosiers sauvages, sa silhouette avalée par les ombres vertes de la végétation. Minuit sonnait quand je me glissais dans la bibliothèque. La lettre de mon père brûlait contre ma peau, mais je n'avais pas eu le temps de la relire entièrement. Tout ce que tu crois savoir sur ta naissance est un mensonge. Ces mots tournaient dans ma tête comme des oiseaux de mauvais augure. Je devais trouver les documents du testament original. Quelque part dans cette pièce, mon père avait caché la vérité. Le bureau en acajou avait appartenu à 3 générations d'Ashford. J'en connaissais chaque tiroir, chaque éraflure, chaque tache d'encre. Mais cette nuit, je le regardais avec des yeux neufs. Les yeux d'une femme qui cherche des secrets. Le premier tiroir contenait des factures anciennes. Le second, des lettres de condoléances jaunies. Le troisième ne s'ouvrait pas. « Le mécanisme est dans la moulure », dit une voix derrière moi. Je me retournai si brusquement que je heurtai la lampe à huile. Duncan la rattrapa avant qu'elle ne tombe. « Que faites-vous ici » sifflai-je. «
La même chose que vous, apparemment. Il portait des vêtements sombres, sans le moindre ornement. Ses cheveux étaient décoiffés. De la poussière maculait ses mains. Vous fouillez le bureau de mon père ? Je cherche des preuves. Des preuves de quoi ? Il s'approcha du bureau et pressa un point précis sur la moulure. Le tiroir secret s'ouvrit avec un cliquetis. Des preuves que le comte Mortimer a ruiné ma famille avant de s'attaquer à la vôtre. Je restai muette. Il plongea la main dans le tiroir et en sortit une liasse de documents. Mon père adoptif s'appelait James Blackwood, un négociant respecté d'Édimbourg. Il y a 5 ans, il a investi toute sa fortune dans une compagnie minière. Le comte Mortimer en était l'associé principal. Et ? Les mines n'existaient pas. L'argent a disparu. Mon père s'est tiré une balle dans la tête. Sa voix était plate, morte, mais ses yeux brûlaient d'une flamme que je reconnaissais, la même qui consumait mes entrailles depuis que j'avais lu la lettre. Vous êtes venu ici pour vous venger. Je suis venu ici pour trouver des preuves. La vengeance viendra après. Il déplia le premier document, un acte notarié. Je reconnus le sceau de notre famille. « Mademoiselle Ashford, murmura-t-il, regardez ceci. » C'était un testament, pas celui que le comte m'avait montré après l'enterrement de mon père, un autre, plus ancien, authentique. Je lus les premières lignes, puis les suivantes. Puis je dus m'asseoir car mes jambes ne me portaient plus. « Je suis l'unique héritière », soufflai-je. Pas de tutelle, pas de mariage arrangé. Mon père m'a tout légué directement. Le testament que Mortimer vous a présenté est un faux. Il l'a fait fabriquer pour prendre le contrôle de votre fortune. Les mots de la lettre cachée prenaient soudain tout leur sens. Mon père avait su. Il avait tenté de me prévenir, mais Mortimer avait été plus rapide. « Si je révèle ce document, dis-je lentement, le comte perd tout. » « Si vous révélez ce document, vous êtes libre. » Duncan me regardait avec une intensité qui me brûlait la peau. « Mais vous avez besoin d'un témoin, d'un allié, de quelqu'un qui puisse vous aider à porter cette preuve jusqu'à un notaire d'Édimbourg. » « Et ce quelqu'un, c'est vous ? » Nos ennemis sont les mêmes, mademoiselle Ashford. Cela fait de nous des alliés naturels. Je voulais lui faire confiance. Chaque fibre de mon maître aspirait à croire en cet homme surgi de nulle part avec des réponses à toutes les questions. Mais la comtesse de Harrington s'était jetée dans la Seine. « Pourquoi devrais-je vous croire ?» demandai-je. « Vous êtes peut-être un autre piège de Mortimer. » Si j'étais un piège, je vous aurais dénoncé au comte dès que je vous ai vu fouiller ce bureau. Peut-être attendez-vous que je vous mène à d'autres secrets ? Il sourit. Un sourire amer qui creusait des ombres sous ses pommettes. Vous êtes prudente, c'est bien, vous en aurez besoin. Un bruit de pas dans le couloir. Nous nous figeâmes tous les deux. Les pas s'arrêtèrent devant la porte de la bibliothèque. La poignée de la porte tourna lentement. Duncan m'attrapa le poignet et m'attira vers la cheminée condamnée dont il m'avait parlé le matin même. Ses doigts trouvèrent un mécanisme dans la moulure. Le panneau de briques pivota sans un bruit. L'obscurité nous avala. Son corps se pressa contre le mien dans l'étroitesse du passage. Je sentais son souffle contre ma tente, les battements de son cœur à travers l'étoffe de sa chemise. L'air sentait la poussière de siècles et la pierre humide. De l'autre côté du mur, des pas lourds résonnèrent dans la bibliothèque. « Je suis certain d'avoir vu de la lumière », dit une voix que je reconnus, celle du valet personnel de Mortimer. « Il n'y a personne », répondit une autre. « Tu as rêvé, mon vieux. » Le comte veut qu'on surveille cette pièce. Il croit que la petite y cache quelque chose. La petite. Je serrai les poings dans l'obscurité. Duncan posa sa main sur la mienne, un geste silencieux qui disait « Patience ». Les pas s'éloignèrent enfin. Nous restâmes immobiles encore de longues minutes, corps contre corps, respirant à peine. « Le passage mène aux écuries », murmura Duncan à mon oreille. « Suivez-moi ». Je ne voyais rien. Mes doigts s'accrochaient à l'arrière de sa veste, tandis que nous avancions dans les entrailles du château.
Les murs suintaient d'humidité. Parfois, quelque chose frôlait mes chevilles. Des rats peut-être. Je ravalais ma terreur. Après ce qui sembla une éternité, l'air changea, plus frais, chargé d'odeurs de foin et de cuir. Duncan poussa un autre panneau. La lumière grise de la lune éclaira un recoin des écuries, derrière les stalles vides. « Comment connaissez-vous si bien ce château ?» demandai-je en époussetant ma robe. « J'ai passé 3 nuits à explorer les passages. Les plans anciens étaient incomplets. Il a fallu que je trace ma propre carte. » 3 nuits? Pendant que tout le monde vous croyait endormi dans votre chambre? Pendant que tout le monde me croyait endormi, oui. Il sortit de sa poche le testament authentique que nous avions trouvé, le document qui prouvait mes droits, ma liberté. « Vous devez le cacher, dit-il, quelque part où même Mortimer ne cherchera pas. » Je pris le papier. Il était tiède de la chaleur de son corps. Et ensuite? Ensuite, nous attendons le bon moment pour frapper. Le lendemain, je retrouvai Duncan sur les échafaudages de l'aile ouest. Les ouvriers travaillaient en contrebas, indifférents à notre présence. Le vent des Highlands fouettait nos visages. « Je voulais vous remercier, dis-je en contemplant les montagnes au loin, pour cette nuit. »« Ne me remerciez pas encore, nous n'avons rien accompli. » Il examinait une poutre vermoulue, testant sa solidité du bout des doigts. « Cette structure est plus fragile que prévu, » marmonna-t-il. « Le comte a négligé ce château pendant des années. » Il ne s'intéresse qu'à l'argent qu'il peut en extraire. « Votre argent, mademoiselle Ashford. » Je m'approchai du bord de l'échafaudage. En bas, la cour d'honneur ressemblait à un damier de pierre grise. Je me sentais si loin de tout, si proche du ciel. « Appelez-moi Éléonore, » dis-je sans le regarder. Un silence. Puis sa voix, plus douce qu'avant. « Éléonore. » Mon prénom dans sa bouche avait un goût de fruit défendu. Je me retournai pour répondre. Mon pied glissa sur une planche mouillée de rosée. Le monde bascula. Le vide m'aspira. La main de Duncan saisit mon bras. Il me tira vers lui avec une force brutale. Mon corps heurta le sien. Nous tombâmes ensemble sur les planches de l'échafaudage, emmêlés l'un à l'autre. Son visage était à quelques centimètres du mien. Ses yeux de tourbe plongeaient dans mon âme. Je sentais chaque muscle de son corps contre le mien, la chaleur de sa peau à travers nos vêtements. « Vous auriez pu mourir, » souffla-t-il. « Vous m'avez rattrapé. » Ses lèvres effleurèrent presque les miennes. L'espace d'un instant suspendu, le monde cessa d'exister. Il n'y avait plus que nous, enlacés au-dessus du vide, entre ciel et terre. Puis il se redressa brusquement, me remettant sur pied avec des gestes presque rudes. « Vous devriez rentrer, » dit-il d'une voix changée. « Quelqu'un pourrait nous voir. » La froideur de son ton me gifla plus fort que le vent. « Duncan, rentrez, Éléonore, s'il vous plaît. » Je rentrai. Le dîner ce soir-là fut un supplice. Le comte présidait en bout de table, découpant son faisan avec la précision d'un chirurgien. Agnès parlait de dentelle et de mode parisienne. Je ne touchais pas à mon assiette. « Vous semblez préoccupée, ma chère, » observa Mortimer en levant son verre de vin. « L'architecte vous donne-t-il du souci ?» Je relevai la tête. « Au contraire, monsieur, ses travaux avancent remarquablement. » J'ai cru comprendre que vous passiez beaucoup de temps sur le chantier. Agnès sourit derrière sa serviette. « C'est mon devoir d'hôtesse, répondis-je. Vous m'avez vous-même demandé d'être accueillante. »« Accueillante, oui, pas imprudente. » Le comte reposa ses couverts avec un cliquetis métallique. « On m'a rapporté un incident sur les échafaudages cet après-midi. Une chute évitée de justesse. » Mon sang se glaça. « Les ouvriers ont vu M. Blackwood vous rattraper dans ses bras, » poursuivit-il. « Une scène fort touchante, paraît-il. J'ai glissé. Il m'a sauvé la vie. » C'est une version des faits, en effet. Il but une longue gorgée de vin. Ses yeux de glace ne me quittaient pas. « Il en existe d'autres,
moins flatteuse. Le comte s'inquiète pour ta réputation, intervint Agnès d'une voix sucrée. Un homme et une femme seuls sur un échafaudage. Les domestiques parlent, ma chère cousine. Qu'ils parlent, ma conscience est pure. La conscience ne suffit pas dans notre monde, répliqua Mortimer. L'apparence compte davantage que la réalité. Une fiancée qui se compromet avec un architecte de basse extraction... De basse extraction? Ma voix claqua plus fort que je ne l'aurais voulu. Monsieur Blackwood est un homme respectable, un artiste reconnu. Un bâtard, Éléonore, le fils naturel d'un lord qui n'a jamais voulu le reconnaître, élevé dans la honte par un père adoptif qui s'est suicidé. Je me figeai. Il savait tout de Duncan. Je vois que ces informations vous surprennent, continua le comte avec un sourire carnassier. Votre cher architecte ne vous a pas tout dit, semble-t-il. Il m'a dit suffisamment. Vraiment? Vous a-t-il parlé de la comtesse de Harrington? Agnès a déjà mentionné cette histoire. L'histoire officielle peut-être, pas la vérité. Il se leva, contournant la table pour venir se placer derrière ma chaise. Ses mains se posèrent sur mes épaules. Je sentis leur poids comme des chaînes. La vérité, c'est que Blackwood a séduit cette femme pour lui voler ses bijoux. Quand elle s'en est aperçue, il l'a poussée dans la Seine. Vous mentez. J'ai des témoins, Éléonore, des documents. Votre architecte est un meurtrier. Ses doigts s'enfoncèrent dans ma chair. Et vous êtes sa prochaine victime, à moins que vous ne cessiez immédiatement de le fréquenter. Je me dégageai brutalement, renversant ma chaise. Je ne vous crois pas. Croyez ce que vous voulez, ma chère, mais sachez ceci. Si je vous surprends encore en sa compagnie, votre mère ira finir ses jours dans un asile pour aliénés. Et vous l'y accompagnerez. Le silence tomba comme un couperet. Agnès, dit le comte en se tournant vers ma cousine, escorte Éléonore dans sa chambre, elle a besoin de repos. Agnès se leva, triomphante. Bien sûr, mon cousin. Elle me prit le bras avec une douceur empoisonnée. En passant devant la fenêtre du couloir, je vis les lumières de l'aile ouest s'éteindre une à une. Duncan était là-bas, quelque part dans l'obscurité. Pensait-il à moi? Ou les mensonges de Mortimer contenaient-ils une once de vérité? Ma chambre était glaciale malgré le feu mourant dans l'âtre. Agnès me quitta avec un dernier sourire vénéneux. « Dors bien, cousine, demain sera une longue journée. » Elle ferma la porte. J'entendis le cliquetis d'une clé, enfermée, comme une prisonnière. Je me laissai tomber sur mon lit, le visage enfoui dans l'oreiller. Les larmes que je retenais depuis des heures débordèrent enfin. Puis ma main rencontra quelque chose de dur sous le tissu. Un objet qui n'était pas là ce matin. Je soulevai l'oreiller. Un gant d'homme en cuir fin, brodé de 2 initiales dorées. D.B. Agnès l'avait trouvé. Agnès l'avait placé là. La preuve de ma trahison, prête à être brandie au moment opportun. Le piège se refermait. Le gant pesait dans ma main comme un verdict de mort. Les initiales dorées brillaient faiblement dans la lueur des braises mourantes. D.B. Duncan Blackwood. La preuve qu'Agnès attendait depuis le premier jour. Je devais le prévenir. La porte était verrouillée, mais la fenêtre donnait sur le toit de la serre abandonnée. Enfant, je m'échappais par ce chemin pour cueillir des roses sauvages à l'aube. Mes pieds n'avaient pas oublié le trajet. Le froid de la nuit écossaise mordit ma peau à travers ma robe de chambre. Les ardoises glissantes menaçaient de me précipiter dans le vide à chaque pas. Mais je ne pouvais pas attendre le matin. Agnès allait frapper dès les premières lueurs du jour. L'aube blanchissait à peine l'horizon quand je frappais à la porte de la chambre de Duncan. Pas de réponse. Je frappais plus fort. La porte s'ouvrit brusquement. Duncan apparut, les cheveux en désordre, la chemise à demi déboutonnée.
Ses yeux s'écarquillèrent en me voyant. « Éléonore, que faites-vous ici? Si quelqu'un vous voit, Agnès a trouvé votre gant. » Je le poussai à l'intérieur et refermai la porte derrière moi. La chambre sentait l'encre fraîche et le tabac froid. Des plans s'étalaient sur chaque surface disponible. « Quel gant? » ?»« Celui-ci. » Je lui tendis l'objet compromettant. Il le prit, le retourna, pâlit. « Je l'ai perdu il y a 2 jours, sous votre fenêtre. J'inspectais les fondations de l'aile est et Agnès l'a trouvé. Elle l'a placé sous mon oreiller comme une bombe à retardement. » Duncan se laissa tomber sur le bord de son lit. Pour la première fois depuis notre rencontre, je vis la peur dans ses yeux. Elle va le montrer au comte. Pas encore. Elle attend le moment parfait. Agnès ne gaspille jamais ses munitions. Je m'approchai de la fenêtre, surveillant la cour déserte en contrebas. Les premières lueurs roses caressaient les montagnes. « Il faut que je parte », murmura Duncan, tout de suite, avant qu'il ne trouve une excuse pour me faire arrêter. « Non », je me retournai vers lui. « Si vous partez maintenant, je perds mon seul allié, et le comte gagne. Si je reste, nous serons tous les deux détruits. Alors détruisons-le d'abord. » Ma voix avait claqué avec une assurance que je ne me connaissais pas. Duncan me dévisagea longuement. « Vous avez changé, Éléonore. » J'ai compris que l'obéissance ne me sauverait pas. Seule la guerre le peut. Il se leva et vint se placer devant moi, si proche que je sentais la chaleur de son corps malgré le froid de l'aube. « Le comte m'a accusé d'avoir tué la comtesse de Harrington, dis-je, de vous avoir séduite pour vous voler. » Un muscle tressaillit dans sa mâchoire. « Et vous l'avez cru ? J'ai besoin d'entendre la vérité, de votre bouche. » Il ferma les yeux. Quand il les rouvrit, ils étaient remplis d'une douleur ancienne. Caroline de Harrington était malheureuse dans son mariage. Un mari brutal, des enfants qu'on lui avait retirés. Nous nous sommes rencontrés lors d'une exposition à Londres. Elle a cru que je pouvais la sauver. Et vous ? J'ai cru que je l'aimais. Pendant 3 mois, nous avons vécu à Paris comme des fugitifs. Puis son mari nous a retrouvés. Sa voix se brisa légèrement. Il lui a laissé le choix, revenir en Angleterre et être interné pour adultère, ou rester à Paris sans un sou, déshonoré, abandonné par sa famille. Elle a choisi la Seine. Elle a choisi la seule liberté qu'on lui offrait. Le silence entre nous pesait des tonnes. Je voyais dans ses yeux le fantôme de cette femme noyée, ce spectre qui le hantait encore. « Ce n'est pas vous qui l'avez tuée, » dis-je doucement. « Pas directement, non. Mais je l'ai aimée sans pouvoir la protéger. C'est peut-être pire. » Je posai ma main sur la sienne. Ses doigts se refermèrent sur les miens avec une force désespérée. « Je ne suis pas Caroline, » murmurai-je. « Je ne choisirai pas la Seine. » « Alors, que choisirez-vous ? » ?»« La victoire. » Les écuries sentaient le foin frais et le cuir huilé. Je m'y étais réfugié après avoir quitté la chambre de Duncan, prétextant une promenade matinale si quelqu'un me surprenait. Il m'avait révélé quelque chose d'autre. Quelque chose qui changeait tout. Le comte ne lui devait pas seulement de l'argent. Mortimer avait utilisé la fortune volée à James Blackwood pour racheter des dettes de jeu colossales. Des dettes contractées auprès de créanciers peu recommandables. Si ces créanciers apprenaient que l'argent provenait d'une fraude, le comte serait non seulement ruiné, mais traqué. Duncan avait des contacts à Édimbourg. Des hommes qui cherchaient des preuves depuis des années. Si nous pouvions leur envoyer les documents du bureau de mon père, « Mademoiselle Éléonore ?» Je sursautais. Le vieux palefrenier, Hamish, se tenait à l'entrée de la stalle où je m'étais caché. « Hamish, vous m'avez fait peur. »« Pardonnez-moi, mademoiselle, mais il y a une dame qui vous cherche, la demoiselle Agnès. » Elle semble fort agitée. Mon cœur se glaça. « Où est-elle »
Dans le petit salon. Elle dit que c'est urgent. Je traversai la cour avec une lenteur délibérée. Courir aurait trahi ma panique. Mes mains tremblaient dans les plis de ma jupe. Agnès m'attendait debout près de la fenêtre. Son sourire avait disparu. Pour la première fois depuis mon enfance, je la vis sans son masque. « Ferme la porte », ordonna-t-elle. J'obéis. Le cliquetis du loquet résonna comme un glas. « Où étais-tu cette nuit, Éléonore ?»« Dans ma chambre, comme toujours ?»« Menteuse !» Elle s'approcha de moi. Ses yeux brûlaient d'une rage que je ne lui avais jamais vue. « J'ai vérifié à 3 heures du matin. Ta fenêtre était ouverte, ton lit vide. J'avais chaud, je suis allé prendre l'air sur le toit. Sur le toit, en robe de chambre, par une nuit glaciale ?» Elle rit, un son aigre comme du vinaigre. « Tu me prends pour une idiote, cousine ? Tu étais avec lui, avec ton architecte de malheur. » Je ne sais pas de quoi tu parles. Je parle de ceci. Elle sortit de sa poche un morceau de tissu, un lambeau de mousseline blanche arraché à ma robe de chambre. Trouvé sur les ardoises de la serre, exactement sous ta fenêtre. Le sol sembla se dérober sous mes pieds. Elle avait tout prévu, tout anticipé. Le comte sera ravi d'apprendre que sa fiancée se glisse dans le lit d'un criminel, continua Agnès. Ta mère sera internée avant la fin de la semaine. Qu'est-ce que tu veux, Agnès ? Les mots m'avaient échappé. Un aveu de défaite. Son sourire revint, mais transformé, plus amer, plus vrai. Ce que je veux ? J'ai voulu tout ce que tu as depuis l'enfance, Éléonore. Ta beauté, ta fortune, l'adoration de ton père, et maintenant le comte. Le comte ? Tu veux épouser Mortimer ? Il m'a promis de m'épouser si je l'aidais à te contrôler. Mais tu compliques tout avec tes rébellions stupides. Elle s'approcha si près que je sentis son souffle sur mon visage. Voici ce qui va se passer. Tu vas épouser le comte dans 4 semaines. Tu vas sourire et obéir. Et quand il en aura fini avec toi et ta fortune, il me prendra comme seconde épouse. Tu es folle. Je suis patiente, ce qui est bien plus dangereux. Elle recula vers la porte. Le gant de ton amant est en sécurité. Le lambeau de tissu aussi. Un seul faux pas, cousine, et je les présente au comte. Réfléchis bien à ta prochaine action. La porte claqua derrière elle. Je restai seul dans le petit salon, tremblante de rage et de terreur. Les murs se refermaient, les issues se bouchaient une à une. Mais Agnès avait commis une erreur, une seule. Elle m'avait révélé que le comte lui avait promis le mariage. Une promesse qu'il n'avait aucune intention de tenir. Mortimer ne partageait pas le pouvoir. Mortimer utilisait les gens jusqu'à les épuiser, puis les jeter. Agnès était aussi aveuglée par l'ambition que je l'avais été par la peur. Et les aveugles pouvaient être manipulés. La chambre de ma mère empestait le laudanum et la maladie. Les rideaux tirés transformaient le jour en crépuscule perpétuel. Je m'approchai du lit où elle reposait, fantôme de la femme qui m'avait bercé enfant. « Maman », murmurai-je en prenant sa main glacée. C'est Éléonore. Ses paupières frémirent. Un gémissement s'échappa de ses lèvres craquelées. « Édouard, Édouard, pardonne-moi, Édouard !» Le prénom qu'elle répétait dans ses délires. Pas celui de mon père, pas celui du comte. Un fantôme que je ne connaissais pas. Qui est Édouard, maman ? Ses yeux s'ouvrirent brusquement. Pour la première fois depuis des semaines, je vis une lueur de conscience dans son regard. « Ma fille, » souffla-t-elle, « tu es là. »« Je suis là, toujours. » Sa main serra la mienne avec une force surprenante. « Le médecin ne boit pas. Le médicament. »« Quel médicament, maman ?»« Il me drogue pour que je ne parle pas. »
Mon sang se figea. Je regardais la fiole de laudanum sur la table de chevet, le verre trouble, l'étiquette sans nom de pharmacien. De quoi ne dois-tu pas parler? Ses yeux roulèrent dans leurs orbites. La lucidité disparaissait, engloutie par les vagues de drogue. Édouard, ton vrai père. La porte s'ouvrit derrière moi. Le docteur Fenton entra, sa sacoche noire à la main. « Mademoiselle Ashford, je ne savais pas que vous étiez là. » Je me levai lentement, cachant mes mains tremblantes dans les plis de ma jupe. Je rendais visite à ma mère, comme chaque jour. Bien sûr, mais elle a besoin de repos. Les visites l'agitent. Il s'approcha du lit avec une fiole identique à celle de la table de chevet. Sa main s'avança vers les lèvres de ma mère. « Attendez !» Ma voix claqua plus fort que prévu. « Cette fiole, puis-je voir l'ordonnance ?» Le docteur se figea. Une mueur dangereuse traversa son regard. « L'ordonnance est confidentielle, mademoiselle. Ma mère est sous ma responsabilité. Votre mère est sous la tutelle du comte Mortimer, comme vous-même. Si vous avez des questions sur son traitement, adressez-vous à lui. » Il versa le liquide entre les lèvres de ma mère. Elle gémit faiblement, puis ses yeux se fermèrent. Le fantôme d'Édouard disparut avec elle dans l'obscurité. « Je vous conseille de ne pas revenir avant demain, » dit le médecin. Le comte a donné des instructions précises. Je quittai la chambre sans un mot. Mais je savais maintenant. Ma mère n'était pas malade. On l'empoisonnait pour la faire taire. Duncan m'attendait dans le passage secret derrière la bibliothèque. L'obscurité nous enveloppait comme un linceul protecteur. « Edward Blackwood », dit-il après que je lui eus tout raconté. C'était le nom de mon père biologique. « Votre père ?» Le lord qui n'a jamais voulu me reconnaître. Il s'appelait Edward Blackwood, baron de Kintyre. Mon cœur battait si fort que je l'entendais résonner contre les murs de pierre. « Votre père et ma mère ?» Ils se connaissaient. Peut-être plus que cela. Il alluma une bougie. Dans la lumière tremblante, son visage ressemblait à un masque de tragédie grecque. « Éléonore, si votre mère dit vrai, cela signifie que nous pourrions être... » Je ne pouvais pas finir la phrase. L'horreur m'étouffait. « Non. » Sa voix était catégorique. Le baron de Kintyre est mort il y a 23 ans. Vous en avez 20. Les dates ne correspondent pas. Le soulagement m'envahit si violemment que je dus m'appuyer contre le mur. Alors que signifient les paroles de ma mère? Je l'ignore, mais le comte le sait, lui. C'est pour cela qu'il la drogue. Un secret suffisamment important pour justifier un empoisonnement lent. Il prit ma main dans l'obscurité. Nous devons découvrir ce secret, Éléonore. C'est peut-être notre seule arme contre Mortimer. Le plan que nous élaborâmes cette nuit-là était risqué, désespéré même, mais nous n'avions plus le choix. Agnès tenait l'épreuve de ma compromission. Le comte contrôlait chaque issue du château. Et ma mère mourrait lentement sous les doses de laudanum si nous n'agissions pas. Duncan partirait pour Édimbourg sous prétexte de commander des matériaux pour la restauration. En réalité, il contacterait ses alliés, ces hommes qui cherchaient des preuves contre Mortimer depuis l'escroquerie des fausses mines. Il leur transmettrait le testament authentique et les documents trouvés dans le bureau de mon père. Pendant son absence, je devais maintenir l'illusion, sourire au comte, flatter Agnès, jouer le rôle de la fiancée soumise jusqu'à ce que Duncan revienne avec du renfort. Mais d'abord, je devais arracher la vérité à ma mère, avant que le laudanum ne la tue définitivement. 3 jours passèrent, 3 jours d'attente insupportable. Duncan était parti à l'aube, son cabriolet disparaissant dans la brume des Highlands. Le château semblait plus sombre sans lui, plus froid. Les ombres rampaient dans les couloirs comme des présages. Agnès me surveillait constamment. Elle apparaissait à chaque tournant, son sourire de porcelaine vissé aux lèvres. Elle ne mentionnait plus le gant,
ni le lambeau de tissu. Elle n'en avait pas besoin. Sa seule présence suffisait à me rappeler son pouvoir. Le comte, lui, se montrait étrangement affable. Il m'offrait des fleurs du jardin, complimentait ma coiffure, évoquait notre mariage avec l'enthousiasme fin d'un fiancé amoureux. Ce théâtre me donnait la nausée. La 4e nuit, je me glissais dans la chambre de ma mère. Le docteur Fenton dormait dans une pièce voisine. J'avais versé un somnifère dans son cognac du soir, une ironie que j'appréciais secrètement. « Maman !» Je secouai doucement son épaule. Elle gémit, mais ne s'éveilla pas. Le laudanum coulait encore dans ses veines. « Maman, c'est urgent, tu dois te réveiller !» Ses paupières frémirent, ses lèvres bougèrent silencieusement. « Edward ?»« Je sais, tu dois me parler d'Edward. Qui était-il pour toi ?» Elle ouvrit les yeux. Cette fois, la lucidité y brilla plus longtemps. « Ma fille, tu es en danger. »« Je sais, maman, mais j'ai besoin de comprendre pourquoi. » Des larmes coulèrent sur ses joues creuses. « J'ai aimé Edward, avant ton père. Nous devions nous marier, mais sa famille, ils ont refusé. Continue, maman, je t'en prie. Il avait un fils, illégitime. James l'a adopté. James Blackwood. C'était son ami, Duncan. Le père adoptif de Duncan était l'ami d'Edward. Les fils se rejoignaient. Pourquoi le comte te drogue-t-il? Quel secret connais-tu? Sa main agrippa mon poignet avec une force désespérée. Le testament, le vrai testament. Ton père l'a caché. Mortimer le cherche, depuis le début. Je l'ai trouvé, maman. Je sais que je suis l'héritière légitime. Non, pas celui-là, l'autre, le testament d'Edward. Je me figeai. Edward avait un testament? Il a tout légué à son fils avant de mourir. Les terres de Kintyre, la fortune. Mortimer l'a volé, comme il a volé le nôtre. Les pièces du puzzle s'assemblaient enfin. Le comte n'avait pas seulement escroqué James Blackwood et mon père, il avait aussi volé l'héritage du baron de Kintyre, l'héritage de Duncan. Où est ce testament, maman? Ici, dans le château. Ton père l'a caché, pour le protéger, dans la chapelle, sous l'autel. Un bruit de pas dans le couloir. Je me relevai précipitamment. « Je reviendrai, maman, je te le promets. » Ses yeux se fermèrent. Le laudanum la réclamait à nouveau. Je me glissai hors de la chambre, le cœur battant à tout rompre. La chapelle abandonnée se trouvait dans l'aile ouest, là où Duncan travaillait chaque jour. Là où personne n'aurait songé à chercher. Mon père avait caché 2 testaments, 2 vérités qui pouvaient détruire le comte Mortimer, et je savais maintenant où les trouver. La chapelle abandonnée se dressait au bout de l'aile ouest, oubliée de tous depuis des décennies. Les vitraux brisés laissaient entrer le vent des Highlands qui gémissaient entre les bancs pourris. L'autel de pierre gisait sous une épaisse couche de poussière, gardien silencieux de secrets centenaires. J'avais attendu minuit pour m'y aventurer. La lune éclairait faiblement l'intérieur par les fenêtres béantes. Mes pas résonnaient sur les dalles fissurées comme un tambour funèbre. « Sous l'autel » avait dit ma mère. Je m'agenouillai devant la pierre massive, cherchant un mécanisme, une faille, n'importe quoi qui révélerait une cachette. Mes doigts rencontrèrent une aspérité dans le socle. Je pressai, rien ne se produisit. Je pressai plus fort, faisant pivoter légèrement la pierre. Un déclic, puis un grondement sourd. Le côté gauche de l'autel s'enfonça de quelques centimètres, révélant une cavité sombre. J'y plongeai la main, le cœur battant à tout rompre. Du cuir. Une sacoche ancienne, rigide de poussière et d'années.
Je la tirai vers moi avec précaution. « Bravo, mademoiselle Ashford. Vous m'avez épargné des heures de recherche. » Je me retournai si brusquement que je faillis tomber. Le comte Mortimer se tenait dans l'encadrement de la porte, une lanterne à la main. Derrière lui, l'ombre massive de son valet bloquait toute issue. « Comment avez-vous su ?» soufflai-je. « Votre mère parle dans son sommeil. Le docteur Fenton est un homme très attentif. » Il s'avança vers moi, ses bottes claquant sur les dalles. La lumière de la lanterne creusait des abîmes dans son visage, le transformant en masque de cauchemar. « Donnez-moi cette sacoche, Éléonore. » « Non, ce n'était pas une demande. » Le valet s'approcha par l'autre côté. J'étais prise au piège entre l'autel et les deux hommes. Si vous me touchez, je hurle. Les ouvriers dorment dans l'aile adjacente. Les ouvriers ont reçu l'ordre de rentrer chez eux hier soir. Nous sommes seuls dans cette partie du château. Mon sang se glaça. Il avait tout prévu. Votre architecte ne reviendra pas vous sauver, continua le comte. Mes hommes l'attendent sur la route d'Édimbourg. Un accident tragique, vraiment. Ces chemins de montagne sont si dangereux. Vous mentez. Je mens rarement, ma chère. C'est un luxe que je peux me permettre quand je détiens tout le pouvoir. Il tendit la main vers la sacoche. Je reculai jusqu'à ce que mon dos heurte l'autel. Ces documents ne vous appartiennent pas, dis-je. Ils prouvent vos crimes. L'escroquerie des mines, le vol de l'héritage Blackwood, la falsification du testament de mon père. Des accusations graves. Dommage que personne ne les entendra jamais. Il fit signe à son valet. L'homme s'avança, les bras tendus vers moi. Je fis la seule chose possible. Je lançai la sacoche par la fenêtre brisée. Le comte hurla de rage. Le valet se précipita vers l'ouverture, tentant d'apercevoir où elle était tombée. Dans cette seconde de confusion, je m'élançai vers la porte. Je n'allais pas loin. La main de Mortimer m'attrapa par les cheveux, me tirant en arrière avec une violence qui m'arracha un cri. « Petite idiote !» siffla-t-il à mon oreille. « Vous croyez pouvoir me défier, moi ?» Il me jeta au sol. Ma tête heurta le coin d'un banc. Des étoiles explosèrent devant mes yeux. « Retrouve cette sacoche !» ordonna-t-il au valet. « Fouille chaque buisson s'il le faut. » L'homme disparut par une porte latérale. Le comte s'accroupit à côté de moi, saisissant mon menton d'une main de fer. « Vous auriez pu avoir une vie confortable, Éléonore. Une belle demeure, des robes élégantes, tout ce qu'une femme peut désirer. Mais vous avez choisi la rébellion. J'ai choisi la liberté. La liberté n'existe pas pour les femmes, pas dans ce monde. » Il se releva, époussetant ses genoux avec dégoût. « Votre mère mourra demain matin. Une dose excessive de laudanum. Quelle tragédie. Et vous, ma chère fiancée, vous signerez les papiers que je mettrai devant vous. Ou vous la rejoindrez. Je préfère mourir que de vous épouser. Comme vous voudrez. Mais sachez que votre mort sera lente, douloureuse et parfaitement dissimulée. » Des pas précipités retentirent à l'extérieur. Le valet réapparut, essoufflé, les mains vides. « La sacoche a disparu, monsieur. Quelqu'un l'a prise. » Le visage du comte se décomposa. « Quoi ? Il y avait quelqu'un dans les buissons. Je l'ai vu courir vers les écuries. »« Qui ? Qui ?» Je n'ai pas vu son visage, mais c'était un homme. Le comte se tourna vers moi. Dans ses yeux, je vis quelque chose de nouveau, de la peur. « Votre architecte !» cracha-t-il. « Il est revenu. Duncan. Il était vivant. Il avait survécu à l'embuscade. » Je ne pus retenir un sourire malgré la douleur qui pulsait dans mon crâne. « On dirait que vous ne détenez pas tout le pouvoir, monsieur le comte. » Il me gifla si fort que je goûtais le sang. Puis il se redressa, rajustant sa veste avec des gestes saccadés. « Enfermez-la dans la cave à vin. Postez des hommes à chaque sortie du château.
Personne n'entre, personne ne sort. » Le valet me saisit sous les bras et me traîna hors de la chapelle. Les dalles râpaient mes jambes à travers ma robe. Les couloirs défilaient, sombres et interminables. La cave à vin était glaciale. Des tonneaux alignés comme des cercueils. Une odeur de moisi et de vin aigre. Le valet me jeta dans un coin et verrouilla la porte derrière lui. L'obscurité m'avala. Je restais là, recroquevillé contre les tonneaux, à trembler de froid et de peur. Combien de temps? 1 heure? 2? L'absence de lumière déformait ma perception du temps. Duncan était vivant. Cette certitude me réchauffait comme une flamme. Il avait les documents, il pouvait encore tout sauver. Mais ma mère mourrait à l'aube. Et moi, j'étais prisonnière. Un grattement contre le mur du fond. Je me figeais, retenant mon souffle. Le grattement se répéta, puis un murmure. « Éléonore ?» La voix de Duncan, étouffée par la pierre, mais reconnaissable. « Je suis là !» soufflai-je. « Il y a un passage derrière le 3e tonneau. Poussez-le vers la gauche. » Je me traînai jusqu'au tonneau indiqué. Mes mains poussèrent le bois humide. Il résista d'abord, puis céda avec un grincement. Derrière, une ouverture étroite. Le visage de Duncan apparut dans la lueur d'une bougie. « Vous êtes blessé ?» constata-t-il en voyant le sang sur ma tempe. « Ce n'est rien. Ma mère va mourir demain. Le comte va la tuer. »« Le sais, j'ai entendu. » Il me tendit la main à travers l'ouverture. « Venez, nous avons peu de temps. » Je pris sa main. Elle était chaude, solide, vivante. Il me tira dans le passage secret avec une force qui témoignait de son urgence. « L'embuscade sur la route, dis-je en le suivant dans l'obscurité. Comment avez-vous survécu ? Je ne suis jamais parti pour Édimbourg. J'ai envoyé un messager à ma place pendant que je restais caché dans le château. Vous saviez que c'était un piège. Je le soupçonnais. Le comte était trop calme après mon départ annoncé. Un homme qui a peur ne sourit pas. » Il s'arrêta devant une intersection. 3 tunnels s'ouvraient devant nous. Celui de gauche mène aux écuries, celui du milieu à la bibliothèque, celui de droite à la chambre de votre mère. Ma mère? Nous devons la sauver d'abord. Je sais. Il prit le tunnel de droite. Je le suivis, le cœur gonflé d'espoir et de terreur. La fin de cette nuit déciderait de tout. Le tunnel débouchait derrière une tapisserie élimée dans l'antichambre jouxtant la pièce où ma mère reposait. Duncan éteignit la bougie. Nous restâmes immobiles dans l'obscurité, écoutant les bruits du château endormi. Des ronflements provenaient de la chambre voisine. Le docteur Fenton dormait profondément, malgré le somnifère que j'avais versé dans son cognac plusieurs heures auparavant. Mon stratagème avait fonctionné mieux que prévu. « Le garde ?» murmurai-je à l'oreille de Duncan. « Il patrouille dans le couloir. Il passe toutes les 10 minutes environ. » Il consulta sa montre de gousset à la lueur filtrant sous la porte. Nous avons 7 minutes avant son prochain passage. J'écartai doucement la tapisserie. L'antichambre était déserte. La porte de la chambre de ma mère bâillait légèrement, laissant entrevoir la lueur rougeâtre des braises mourantes. Nous nous glissâmes à l'intérieur comme des ombres. Ma mère gisait sur son lit, plus pâle encore que lors de ma dernière visite. Sa respiration était si faible que je dus approcher ma main de ses lèvres pour la sentir. Le laudanum l'emportait lentement vers la mort. « Maman », chuchotai-je en secouant son épaule, « réveille-toi, nous partons. » Elle ne réagit pas. Ses paupières restèrent closes, ses membres inertes. « Elle est trop droguée pour marcher », constata Duncan. « Je vais la porter. » Il souleva son corps fragile, comme s'il ne pesait rien. Ma mère gémit faiblement, mais ne s'éveilla pas. Sa tête retomba contre l'épaule de Duncan, ses cheveux gris épars comme des fils d'araignée.
Le passage est trop étroit pour que je la porte, dit-il. Nous devons passer par le couloir principal jusqu'à l'escalier de service. C'est de la folie, le garde. Nous n'avons pas le choix. Des pas lourds résonnèrent au bout du corridor. Le garde revenait plus tôt que prévu. Duncan recula dans l'ombre de l'alcôve, ma mère toujours dans ses bras. Je me plaquai contre le mur, retenant mon souffle. Les pas s'arrêtèrent devant la porte. Une ombre s'étira sur le seuil. « Docteur Fenton » appela une voix rauque. « Tout va bien ?» Les ronflements du médecin répondirent pour nous. « Vieux pochard » marmonna le garde. Ses pas reprirent, s'éloignant dans le couloir. J'attendis que le silence revienne complètement avant de bouger. « Maintenant » souffla Duncan. Nous sortîmes de la chambre, longeant le mur comme des rats fuyant un incendie. L'escalier de service se trouvait à 20 mètres. 20 mètres de couloir exposé sans cachette possible. 10 mètres. Un craquement derrière nous. Je me retournai. Agnès se tenait dans l'encadrement de sa porte, sa chemise de nuit blanche flottant comme un linceul. Ses yeux s'écarquillèrent en nous voyant. « Cousine, » murmura-t-elle, « que fais-tu ?»« Agnès, je t'en prie, laisse-nous partir. »« Tu t'enfuis avec lui ?» Son regard passa de Duncan à ma mère inconsciente. Je vis les rouages tourner dans sa tête, la compréhension, puis le calcul. « Le comte sera furieux, » dit-elle d'une voix chantante. « Très, très furieux. »« Agnès, écoute-moi, le comte ne t'épousera jamais. Il t'utilise comme il utilise tout le monde. »« Tu mens. Il a tué mon père. Il empoisonne ma mère. Crois-tu vraiment qu'il tiendra sa promesse envers toi ?» Quelque chose vacilla dans son regard. Un doute. Une fissure dans son armure de certitude. « Il m'a promis, » répéta-t-elle, mais sa voix manquait de conviction. « Les promesses de Mortimer ne valent rien. Tu le sais au fond de toi. » Des pas au bout du couloir, le garde revenait. « Agnès, » murmurai-je avec urgence, « une fois dans ma vie, fais le bon choix, pas pour moi, pour toi-même. » Elle me dévisagea pendant ce qui sembla une éternité. Puis elle recula dans sa chambre et referma la porte silencieusement. Nous nous engouffrâmes dans l'escalier de service une seconde avant que le garde ne tourne le coin. Ses pas passèrent au-dessus de nos têtes sans s'arrêter. L'escalier débouchait sur une cour intérieure que les domestiques utilisaient pour étendre le linge. De là, un portillon menait aux écuries. « J'ai préparé 2 chevaux, » dit Duncan en ajustant ma mère dans ses bras. « Nous pouvons atteindre le village de Kilmartin avant l'aube. Le pasteur est un homme honnête. Il nous cachera. » Et ensuite ? Ensuite, nous attendons que mes contacts d'Édimbourg arrivent avec les autorités. Les documents que nous avons suffisent à faire arrêter Mortimer. Le portillon grinça faiblement. L'air froid de la nuit nous enveloppa. Les étoiles brillaient avec une indifférence majestueuse au-dessus des montagnes. Les écuries étaient plongées dans l'obscurité. L'odeur familière de foin et de crottin m'enveloppa comme une couverture. 2 chevaux sellés attendaient dans la dernière stalle, piaffant nerveusement. Duncan installa ma mère sur le premier cheval, la maintenant en selle avec des sangles improvisées. Ses gestes étaient précis, efficaces. Un homme habitué à agir dans l'urgence. « Vous savez monter ?» demanda-t-il. « Mon père m'a appris. »« Bien, suivez le sentier nord jusqu'au ruisseau. Traversez à gué et continuez tout droit. Je vous rejoins. »« Vous ne venez pas avec nous ?» Il secoua la tête. « Je dois retourner chercher la sacoche. » Je l'ai cachée dans le cellier abandonné près de la chapelle. Sans ces documents, tout ce que nous avons fait ne sert à rien. Duncan, partez, Éléonore. Protégez votre mère. Je vous retrouverai à Kilmartin. Il prit mon visage entre ses mains. Dans la pénombre, ses yeux brillaient d'une intensité qui me coupa le souffle. « Je ne vous abandonnerai pas, » murmura-t-il. «
je vous le jure. » Ses lèvres effleurèrent les miennes. Un baiser bref, urgent, chargé de toutes les promesses que nous n'avions pas le temps de formuler. Puis il disparut dans l'ombre. Je montai en selle, saisissant les rênes du cheval de ma mère. Mon cœur hurlait de rester, de l'attendre, de ne pas le laisser affronter seul les dangers du château. Mais ma mère avait besoin de moi, et Duncan avait besoin que je sois en sécurité pour que son sacrifice ait un sens. Je talonnais ma monture. Les chevaux s'élancèrent dans la nuit. Le sentier nord serpentait à travers la lande, bordé de bruyères et de rochers sombres. Le vent fouettait mon visage, emportant mes larmes. Derrière moi, les lumières du château de Dunvegan brillaient comme des yeux malveillants dans l'obscurité. Ma mère gémit faiblement sur sa selle. Je ralentis l'allure, vérifiant que les sangles tenaient bon. « Tiens bon, maman, nous sommes presque libres. » Le ruisseau apparut enfin, argenté sous la lune. L'eau glaciale éclaboussa mes jambes quand les chevaux le traversèrent. De l'autre côté, le sentier se perdait dans une forêt de pins noirs. C'est alors que j'entendis les aboiements. Des chiens, derrière nous, et le martèlement de sabots. Le comte avait lâché la meute. Je fouettais les flancs de mon cheval, tirant celui de ma mère derrière moi. Les arbres défilaient comme des fantômes. Les branches griffaient mon visage, arrachaient mes cheveux. Les aboiements se rapprochaient. Devant moi, la forêt s'ouvrit sur une clairière. Au centre, les ruines d'un moulin abandonné. Ses murs croulants offraient un abri précaire, mais réel. Je mis pied à terre, détachai ma mère et la traînai à l'intérieur du moulin. Son corps était si léger, si fragile. Je l'allongeai sur un tas de paille moisie et revins vers l'entrée. Les chiens étaient proches maintenant. Leurs aboiements déchiraient la nuit comme des cris de damnés. Je saisis une poutre brisée, la brandissant comme une arme dérisoire. Si je devais mourir cette nuit, je mourrais debout. Les premiers chiens surgirent de la forêt comme des démons échappés de l'enfer. Leurs yeux brillaient dans la lumière de la lune, leurs crocs luisaient de bave. Je serrai ma poutre brisée, sachant qu'elle ne me protégerait pas longtemps. Le premier molosse bondit vers moi. Je frappai de toutes mes forces. Le bois craqua contre son flanc. La bête roula au sol, gémissante. Mes deux autres prirent sa place immédiatement. Je reculai vers l'intérieur du moulin, protégeant ma mère de mon corps. Les chiens grondaient, tournant autour de nous comme des loups affamés. Ils n'attaquaient pas, ils attendaient leur maître. Le comte Mortimer apparut à l'orée de la clairière, monté sur un étalon noir. 4 cavaliers l'accompagnaient, portant des torches qui jetaient des ombres monstrueuses sur les ruines du moulin. « Quelle touchante tentative de fuite !» lança-t-il en mettant pied à terre. « Mais où pensiez-vous aller, ma chère ? Les Highlands appartiennent à ceux qui ont de l'argent pour acheter les consciences. »« Restez où vous êtes !» criai-je en brandissant ma poutre. « Ou quoi ? Vous allez m'assommer avec votre bout de bois ?» Il fit signe à ses hommes. 2 d'entre eux s'avancèrent vers moi pendant que les autres rappelaient les chiens. « Votre architecte est mort, » dit le comte avec un sourire cruel. « Mes hommes l'ont trouvé dans le cellier, près de la chapelle. Une mort regrettable, vraiment. Une poutre lui est tombée dessus pendant qu'il cherchait je ne sais quoi. » Mon cœur se déchira. Duncan, non, pas Duncan. « Vous mentez, soufflai-je. Croyez ce que vous voulez. Cela ne change rien à votre situation. » Les 2 hommes m'encerclèrent. Je frappai le premier avec ma poutre, mais le second m'attrapa par derrière, immobilisant mes bras. La poutre tomba au sol avec un bruit sourd. « Amenez-la, » ordonna le comte, « et la vieille aussi. Nous réglerons cette affaire au château, loin des regards indiscrets. » Un des hommes souleva ma mère inconsciente. L'autre me traîna vers les chevaux.
Je me débattis, griffai, mordis, mais mes forces s'épuisaient rapidement. C'est alors que le premier coup de feu retentit. L'homme qui tenait ma mère s'effondra, une fleur rouge s'épanouissant sur sa poitrine. Ma mère roula sur le sol, tandis que des cris éclataient de toutes parts. « Embuscade !» hurla un des cavaliers. Des silhouettes surgirent de la forêt. 5, 10, peut-être 15 hommes armés de fusils et de pistolets. À leur tête, une figure familière que je crus d'abord être un fantôme. Duncan. Il était vivant, couvert de poussière et de sang, mais vivant. À ses côtés, des hommes en uniforme que je ne reconnus pas immédiatement. Des constables, les autorités d'Édimbourg. « Comte Mortimer !» cria l'un des uniformes. « Vous êtes en état d'arrestation pour meurtre, fraude et falsification de documents. Rendez-vous immédiatement. » Le comte dégaina un pistolet de sa ceinture. Il le pointa vers moi. « Personne ne bouge !» siffla-t-il, ou je lui fais sauter la cervelle. Le silence tomba sur la clairière. Les hommes de loi se figèrent, leurs armes toujours levées mais inutiles. « Éléonore va m'accompagner, » continua le comte. « Nous allons partir d'ici, et vous allez nous laisser passer. Sinon... » Sinon quoi? La voix venait de derrière lui. Le comte se retourna. Agnès se tenait à l'orée de la forêt, un pistolet à la main. Son visage était livide, ses cheveux défaits, sa chemise de nuit tachée de boue. Mais ses mains ne tremblaient pas. « Agnès, » dit le comte avec un rire nerveux, « que fais-tu ici? Range cette arme. »« Vous m'avez menti, » dit-elle d'une voix glaciale. « Pendant des mois, vous m'avez promis le mariage, la fortune, tout ce que je désirais. Mais ce n'était que des mots. Agnès, écoute-moi. Non. » « C'est vous qui allez écouter. » Elle s'avança d'un pas. Le comte recula instinctivement, son pistolet oscillant entre elle et moi. « J'ai trouvé les lettres dans votre bureau, » continua Agnès. « Les lettres que vous écriviez à cette femme de Londres, votre vraie fiancée, celle que vous comptez épouser une fois la fortune d'Éléonore en poche. » « Ces lettres ne signifient rien. » « Elles signifient que je ne suis rien pour vous. Un pion, un outil, comme tout le monde dans votre petit jeu cruel. » Le comte pointa son arme vers Agnès. « Pose ce pistolet, » ordonna-t-il. « Immédiatement. »« Pourquoi? Vous allez me tuer de toute façon, comme vous avez tué l'oncle d'Éléonore, comme vous comptiez tuer sa mère. » « Je t'ai offert tout ce que tu voulais. »« Vous m'avez offert des mensonges. » Elle tira. La détonation déchira la nuit. Le comte chancela, une expression d'incrédulité sur le visage. Du sang fleurit sur son épaule droite. Son pistolet tomba de sa main paralysée. Les constables bondirent. En quelques secondes, le comte était à terre, encerclé, désarmé. Ces hommes jetèrent leurs armes, comprenant que la partie était perdue. Duncan courut vers moi, me prenant dans ses bras avec une force désespérée. « Vous êtes en vie, » murmurai-je contre son épaule. « Il a dit que vous étiez mort. »« Il a essayé. La poutre m'a manqué de peu. J'ai fait le mort jusqu'à ce qu'il parte, puis j'ai rejoint les hommes d'Édimbourg qui arrivaient par le sud. »« Les documents ? » ?»« En sécurité. Les 2 testaments, les preuves de fraude, tout ce qu'il faut pour l'envoyer au gibet. » Je levai les yeux vers lui. Des larmes coulaient sur mes joues, des larmes de soulagement et d'épuisement mêlées. « C'est fini ?» demandai-je. « C'est fini. » Ma mère gémit faiblement sur le sol. Je me précipitai vers elle, soulevant sa tête avec précaution. « Maman, tu m'entends ?» Ses paupières frémirent. Pour la première fois depuis des semaines, un sourire effleura ses lèvres. « Ma fille, » murmura-t-elle, « tu es libre. » Agnès se tenait à l'écart, le pistolet pendant au bout de son bras. Je m'approchai d'elle lentement.
Pourquoi ? demandai-je simplement. Elle haussa les épaules, mais ses yeux brillaient de larmes contenues. Tu avais raison. Les promesses de Mortimer ne valaient rien, et je refuse d'être le pion de qui que ce soit. Tu m'as sauvé la vie, j'ai sauvé la mienne. Pour une fois, j'ai fait le bon choix. Je pris sa main dans la mienne. Elle ne la retira pas. Merci, Agnès. Elle hocha la tête, incapable de répondre. Puis elle se détourna, laissant les constables l'escorter vers les chevaux. L'aube se levait sur les Highlands. Les premières lueurs roses caressaient les montagnes, chassant les ombres de cette longue nuit. Le cauchemar prenait fin. 3 mois plus tard, je me tenais sur la terrasse du château de Dunvegan, regardant le soleil se coucher sur les terres qui m'appartenaient désormais légitimement. Le comte Mortimer avait été jugé et condamné à la pendaison. Ses complices croupissaient en prison. Le docteur Fenton avait fui le pays avant que les autorités ne l'arrêtent. Ma mère se remettait lentement dans sa chambre ensoleillée. Le laudanum quittait peu à peu son système, lui rendant sa lucidité et ses forces. Elle m'avait raconté toute l'histoire d'Edward Blackwood, son premier amour, et comment mon père l'avait épousée pour la protéger du scandale. Un mariage de convenance devenu, avec le temps, un vrai mariage d'affection. Duncan avait récupéré l'héritage de son père adoptif grâce au testament que nous avions trouvé. Les terres de Kintyre lui revenaient de droit. Mais il passait le plus clair de son temps à Dunvegan, supervisant les restaurations qui avançaient rapidement. Et Agnès ? Elle avait témoigné contre le comte en échange d'une sentence clémente. Elle vivait maintenant à Édimbourg, chez une tante éloignée, essayant de reconstruire sa vie sur des fondations plus honnêtes. Nous nous écrivions parfois. Des lettres maladroites, prudentes mais sincères. Des pas résonnèrent derrière moi. Duncan me rejoignit sur la terrasse, passant un bras autour de mes épaules. « À quoi pensez-vous » demanda-t-il. « À tout ce qui s'est passé, à tout ce qui aurait pu mal tourner. »« Mais rien n'a mal tourné, pas vraiment. » Je me tournai vers lui, posant ma main sur sa joue. « Grâce à vous. »« Grâce à nous. » Il m'embrassa doucement, tandis que le soleil disparaissait derrière les montagnes. Les ombres de Dunvegan s'allongeaient sur la lande, mais elles ne me faisaient plus peur. J'avais appris que les ombres ne peuvent exister sans lumière, et que la lumière finit toujours par triompher.